Bonjour Fleur, est-ce que tu Oui, m'entends? bonjour. Petit test également pour Mathieu. Mathieu, est-ce que vous êtes bien connecté? Je crois que oui. Est-ce qu'on peut juste tester le micro? Allô? Allô, Mathieu? Oui, bonjour. Ouais, ok, parfait, ça marche. Merci d'ores et déjà à toutes et tous pour votre présence et votre ponctualité. On va attendre un tout petit peu, hein. On va commencer vers 31, 32, juste pour que si jamais il y a un flot de connexion, on ne soit pas interrompu tout le temps. Jennifer, est-ce que tu peux juste me confirmer qu'on voit bien l'écran? Je te confirme. Super. Je vous propose du coup de commencer. Donc une nouvelle fois, et pour ceux qui viennent d'arriver, en vous remerciant, en vous souhaitant la bienvenue d'abord et en vous remerciant pour votre présence et votre disponibilité. On sait que le temps de nos clients est cher. Il était cher avant le Covid. Il l'est encore plus probablement après le Covid. Donc je vous remercie de vous être rendu disponible pour l'heure qui vient, pour aborder un sujet qui nous tient à cœur et qu'on est très content de vous présenter, c'est le prêt à impact. Je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie de Fleur Masterman, qui travaille chez Etifinance, qui est une agence d'évaluation extra-financière qui a un rôle prépondérant dans la démarche que nous avons construite. Donc, on a travaillé depuis 1 an avec Fleur sur ce projet. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Mathieu Catelinet, qui est le directeur financier du groupe CETI. Je dis CETI Bellem, mais c'est le groupe CETI qui travaille dans la menuiserie industrielle du côté de Nantes, avec qui nous avons eu le plaisir de conclure l'un des premiers prêts à impact que nous avons mis en œuvre. Et on avait trouvé intéressant de pouvoir le faire témoigner parce que, au-delà de ce que nous, on peut dire, et on peut dire de très bien sur notre démarche, on sait que ce qui est aussi de la valeur, c'est d'entendre la parole des pairs et notamment des clients et d'avoir leur ressenti. Donc Mathieu nous livrera son ressenti sur un peu les différentes étapes du process, et je pense que c'est un avis qui pourra compter pour vous. Donc comme je le disais, c'est une démarche dans le... Ah oui, précision également qu'on m'indique, le webinaire est enregistré. Donc voilà, je tenais à vous le préciser. Ça a assez peu d'impact pour vous, mais voilà, je vous le précise. Comme je le disais, c'est effectivement une démarche dans laquelle on croit énormément. C'est une démarche qu'on a initiée depuis le début de l'année, et on pense que ça ouvre une nouvelle voie dans le financement de nos clients, notamment sur le financement des entreprises. Et on est très fiers d'avoir lancé cette démarche. Avant de rentrer dans le détail, peut-être et tout ce que je vais pouvoir vous dire, qu'est-ce qu'en dit la presse?
Je vous l'avais peut-être vu, les Échos ont fait un dossier la semaine dernière sur les leviers. Ils avaient identifié 7 leviers pour rendre votre entreprise citoyenne. On sait que c'est un enjeu fort, hein. C'était déjà un enjeu avant le Covid, évidemment, mais c'est un enjeu pour beaucoup d'entrepreneurs avec qui on a l'occasion de discuter, à la fois pour répondre aux enjeux de société, puis aussi un enjeu en termes d'attractivité pour des nouveaux collaborateurs. Ça, c'est une préoccupation qui est assez prégnante chez les dirigeants d'entreprise. Il y a une vraie volonté, justement, de rendre son entreprise plus citoyenne, plus en phase avec les attentes de ses parties prenantes. Et donc, je vous invite à regarder effectivement ce dossier des Échos exécutifs sur les 7 leviers. Parmi les 7 leviers qui ont été identifiés par les journalistes, il y avait notamment le levier 6 que j'ai repris, qui était utiliser des moyens de financement vertueux. Alors, ils pensaient bien évidemment au green bond, au social bond que l'on peut voir ici ou là, mais pour autant, on voit bien que ce sont des éléments qui sont assez limités à des gros donneurs d'ordre qui peuvent se permettre de faire des émissions obligataires comme celle-ci. Et du coup, ils ont trouvé intéressante la démarche prêt à impact, qu'ils citent ici à travers notamment le groupe CETI, qui a souscrit le prêt impact chez nous pour un montant de 3 millions d'euros. Et ils ont en parallèle fait un deuxième article plus complet qui reprend une interview de François Guérin, qui est le directeur général du groupe CETI, qui a accepté de témoigner sur justement pourquoi il a fait un prêt à impact chez Arkea Bank, qu'est-ce qu'il en a retiré, en quoi ça l'a conforté, en quoi ça a contribué à sa démarche RSE. Donc je vous invite à lire à la fois ce dossier et cet article-là si cela vous intéresse. Je rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le pacte? Qu'est-ce que le prêt impact? C'est une offre de prêt qui est bilatérale. Ça, c'est un point qui est extrêmement important, vous le verrez tout à l'heure, par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui sur le marché et que vous avez peut-être déjà eu connaissance. Nous, on est bien sur une offre de prêt bilatérale entre vous et nous. Et cette offre de prêt, elle inclut des covenants extra-financiers. Donc, en soi, pas de grosse révolution. On savait, vous et nous, gérer des covenants bien souvent financiers, sur des leviers de dette, notamment des leviers de fonds propres. Là, la petite particularité, c'est que ce sont des covenants extra-financiers. Qui dit covenant dit impact sur le taux. Donc ça, c'est le premier volet fort de ce prêt impact, c'est de venir bonifier le taux d'intérêt en fonction de votre performance RSE. Et pour ça, on utilise le covenant. Le deuxième gros point, le point fort de la démarche, c'est le rapport d'évaluation. Au cours de la vie de ce crédit, de ce prêt impact, on va venir vous remettre plusieurs rapports d'évaluation. C'est vraiment le point central parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir des éléments factuels, à la fois votre note évidemment, mais aussi des éléments de benchmark. Donc ça va vous permettre de vous positionner sur une échelle de performance ESG et d'identifier des axes de progrès, ce qui est vraiment pour nous extrêmement important dans le dialogue avec les parties prenantes et dans le dialogue que l'on veut mettre entre vous et nous sur cette stratégie RSE. Et le but aussi pour nous, c'est que ce rapport d'évaluation, il serve après dans les échanges que vous pouvez avoir avec vos différentes parties prenantes. Je sais que la Banque de France s'intéresse beaucoup à ces sujets-là. Ça peut également vous servir en interne pour échanger avec vos différentes parties prenantes, et notamment les collaborateurs, les syndicats ou autres. Si vous voulez l'utiliser en externe, vous pouvez également. On sait que sur la clientèle aussi institutionnelle, il y a quelques institutions qui sont connectées aujourd'hui. Ça peut aussi servir dans la présentation aux élus, etc. Voilà, c'est un rapport qui peut servir le dialogue avec vos parties prenantes et qui doit servir. Donc, après, vous en faites l'usage que vous souhaitez. Ce qui est bien à avoir en tête, c'est que pour chaque prêt impact, on intègre donc du coup une évaluation extra-financière et qui est réalisée par une agence indépendante. Ça, c'est un point qui est fondamental dans l'offre que l'on a construite. C'est-à-dire qu'Etifinance est indépendant du groupe Arkea. C'est eux qui vont déterminer la note. Cette note produira un impact sur votre taux d'intérêt, mais Arkea n'est pas juge et partie. On n'a à la fois pas la prétention de pouvoir à la fois vous évaluer extra-financièrement pour le moment, et puis c'est important pour nous qu'on ne soit pas juge et partie, comme je le disais, sur l'impact sur votre taux d'intérêt. Je continue sur quelques éléments de contexte. Je vais aller vite parce que je veux vraiment essayer de respecter le timing. Pourquoi on lance le prêt impact et pourquoi on le lance maintenant? À la fois, il y a un premier volet, un premier volet, ouais, c'est notre raison d'être. Le groupe Arkea a défini, construit avec ses parties prenantes, défini et adopté sa raison d'être par le conseil d'administration. Et ça, on voit que c'est un catalyseur d'énergie
et que beaucoup d'initiatives que l'on peut être amené à prendre aujourd'hui s'inscrivent dans cette lignée-là. Vous avez peut-être vu dans la presse qu'on crée une filière transition environnementale. C'est aussi dans cet objectif-là d'accélérer l'accompagnement que l'on peut faire des enjeux de transition environnementale portés à la fois par des acteurs du privé, des acteurs du public, et bien souvent, on le voit dorénavant à travers des SEM, un mix des deux, du privé et du public, qui s'associent pour ces enjeux de transition environnementale. Et nous, il fallait aussi qu'on adapte un peu notre organisation pour être pertinent sur cette offre-là. Donc, ça, c'est une des raisons, c'est la raison d'être. L'autre point, c'est une conviction que l'on a depuis un certain nombre d'années chez Arkea Banque et qu'on a partagé à travers un certain nombre de travaux, notamment avec la Banque de France. Cette conviction, c'est que les organisations, quelles qu'elles soient, privées, publiques, mais qui mettent en œuvre une stratégie RSE avec et autour de leurs parties prenantes, sont plus pérennes que les autres sur le long terme. Donc ça, c'est un enjeu qui est fort pour nous. Par notre métier de banquier, on est habitué à analyser du risque, analyser la pérennité des contreparties à qui l'on prête. On a la conviction très forte que demain, il faut qu'on soit à même d'identifier quels sont les acteurs qui sont matures et engagés dans une démarche RSE, puisque c'est un enjeu de pérennité. Voilà. Je voulais également vous dire, je vais passer la balle à Fleur sur ce point-là, mais on ne fait pas ça non plus par hasard. Il y a un marché européen du crédit à impact qui pousse très fortement, mais avec un ou deux paradoxes que je vais laisser Fleur présenter et qui fait aussi que l'on arrive, nous, en lien avec notre raison d'être. Donc Fleur, je te passe la balle sur le marché du crédit à impact en Europe. Oui, bonjour à tous. Effectivement, le marché du crédit à impact est un marché jeune, c'est-à-dire que ça fait quand même de nombreuses années maintenant qu'on connaît les green bonds, les social bonds, etc. Néanmoins, les crédits à impact sont un produit un petit peu plus récent et en pleine croissance. Pour vous donner un chiffre, l'année dernière, donc entre 2018 et enfin 2019, le marché a cru de 168%. Donc, c'est effectivement un marché qui est en pleine croissance en volume, mais qui est également en train de gagner de la maturité. Pourquoi je dis ça? Parce que les premiers prêts ont plutôt été réservés à des gros acteurs, donc plutôt des très grosses entreprises. Et pourquoi des très grosses entreprises? Parce que les montants étaient très élevés, donc les tickets étaient extrêmement élevés, et il s'agissait bien souvent de pools bancaires. Donc, ce n'était pas en bilatéral comme c'est le cas d'Arkea Bank, de sorte que ça excluait très largement cette opportunité pour des entreprises ou des organisations d'ailleurs de taille plus réduite. Et donc là, ce qu'on a vu en 2019 avec Arkea Bank et qui va se continuer cette année et les années à venir, je pense, c'est une diversification des organisations qui ont recours à ce mode de financement afin justement de concilier le financement, enfin l'aspect financier et la performance RSE ou ESG, comme on dit dans notre secteur, donc environnement, social et gouvernance. Effectivement, on a pour habitude de dire que jusqu'à présent, les crédits à impact qui étaient émis sur le marché étaient sur des tickets en moyenne entre 100 et 500 millions d'euros. Donc nous, on a eu le plaisir de participer à certains de ces crédits-là, mais on a aussi pointé ce paradoxe de se dire que c'était un outil qui était extrêmement intéressant et pertinent, mais que pour autant, ça ne touchait absolument pas le cœur de cible d'Arkea Banque Entreprises Institutionnelles, c'est-à-dire les PME et ETI des différents territoires français. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on arrive à démocratiser cet outil et à le rendre accessible à la majorité de nos clients. C'est tout le sens de cette démarche prêt à impact. Point qui est complémentaire, c'est une construction logique pour nous. Au départ, on avait commencé à construire des enveloppes bonifiées, c'est-à-dire à ressources un peu plus abordables, moins chères que ce qu'on peut faire traditionnellement, pour venir flécher sur des projets RSE de la part de nos clients. On a, depuis 4 ans maintenant, on a fait grossir cette enveloppe. Aujourd'hui, annuellement, on met 400 millions d'euros à disposition, fléchés directement sur des projets RSE, que ce soit d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable évidemment, de matériel propre, j'en passe, et des meilleurs. On a ciblé ça et on se dit que bien souvent, investir en termes de RSE, ça représente un surcoût
pour l'entreprise. Et donc, on vient, nous, à travers ce mécanisme-là, amortir aussi une partie de ce surcoût et vous matérialiser concrètement le fait que c'est important pour nous que vous fassiez ces choix-là d'investissement. Et puis, on s'est dit, il faut qu'on arrive aussi, au-delà du projet, à pouvoir apprécier et valoriser la stratégie RSE globale d'une entreprise. Et pour ça, donc, on vient utiliser à travers le prêt impact, là où on a le sentiment d'avoir le plus d'impact chez nous, chez vous en tout cas, c'est à travers le levier de l'endettement. Et donc, on s'est dit, à travers l'endettement, on va venir valoriser votre stratégie RSE. Et du coup, ça, c'est un point qui est important. Le prêt impact, il s'adresse sur tout type de dette que vous allez pouvoir lever. Vous n'êtes pas obligé d'aller… On n'est pas obligé de le coller spécifiquement à un emprunt dédié RSE. Ça peut très bien être une dette senior, une dette liée à de la croissance externe, peu importe. En fait, on vient utiliser le levier de l'endettement pour valoriser votre stratégie RSE, peu importe le projet sous-jacent financé. Là, je passe rapidement, mais voilà, notre ambition, effectivement, faire en sorte que l'extra-financier soit au cœur de votre stratégie d'entreprise et aussi de la nôtre en tant que banque, avec la promesse de rendre ça accessible à la majorité de nos clients. Vous voyez, on n'est pas sur des… On a vraiment envie de se trouver avec nos clients là-dessus. On a vraiment envie d'avancer sur le prêt impact avec des clients qui ont envie de se mettre dans cette démarche de progrès. Donc, on n'a pas vocation à en faire 150, mais on a vocation à trouver un certain nombre de clients qui ont envie de s'engager dans cette démarche-là. Et juste pour vous donner une idée, déjà, si on en émet entre 20 et 30, je pense qu'on serait, avec ça, le plus gros émetteur de prêts à impact en France. Je reviens sur le paradoxe d'avant, non pas en volume, mais en nombre d'émissions. Et c'est ça qui a de la valeur pour nous, c'est d'aller justement implanter ça dans différentes entreprises en France. Pourquoi Etifinance? Là, je vais peut-être laisser la parole à la fois à Fleur pour dire deux mots sur qui est Etifinance, et je pourrais compléter sur pourquoi on a choisi Etifinance. Mais d'abord, Fleur, qui est Etifinance, et peut-être passer aussi la parole à Mathieu pour qu'il puisse nous dire quelle a été la valeur ajoutée d'Etifinance aux différents stades du projet et nous éclairer un peu sur ce point. Je ne sais plus si je vous l'ai dit au tout début, mais vous avez la possibilité dans le chat de poser des questions, que ce soit à moi, à Fleur ou à Mathieu, donc n'hésitez pas. Jennifer, qui est également connectée sur le call, me retranscrira les questions puisque je ne les vois pas là à l'écran. Fleur, je te passe la balle sur la présentation d'Etifinance. Oui, donc Etifinance est une agence d'analyse et de conseil extra-financier. Notre cœur de métier, c'est l'évaluation des PME-ETI, c'est ce qui fait notre spécialité sur la place, parce que nos concurrents ont plutôt tendance à évaluer des grandes entreprises, les plus le CAC 40, etc. Alors que nous, historiquement, notre positionnement, c'est bien l'évaluation des PME-ETI, cotées et non cotées. Et donc, on a une méthodologie et une expertise qui a été développée spécifiquement pour ce public-là d'entreprise. Chaque année, on évalue près de 1000 entreprises cotées françaises et européennes et environ 500 entreprises non cotées françaises, européennes et américaines. On est également connu, je le dis en passant, parce que peut-être que certains interlocuteurs sur le call connaissent. On est en fait la maison mère de Gaia Rating, qui est une agence qui est en fait notre filiale et qui est notre marque sur les évaluations des PME-ETI cotées, donc vous avez éventuellement entendu parler. S'agissant des crédits à impact, on avait avant et en parallèle de notre travail avec Arkea Bank été impliqué dans d'autres crédits à impact que vous voyez sécher Decathlon, Voltalia, mais qui correspondaient davantage à ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire une émission à l'initiative de l'entreprise avec un fonds bancaire et des tickets plus élevés. Ok, je n'ai rien à ajouter de mon côté. Effectivement, on avait eu le plaisir de participer à deux de ces opérations-là. C'est là où on a à la fois appris à vous connaître et appris à connaître la mécanique de l'impact. Peut-être Mathieu, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre témoignage, votre recul, vous qui êtes rentré sur le crédit impact, de l'apport ou de la pertinence, en tout cas, d'Etifinance sur la démarche?
nous, on a trouvé vraiment que Equifinance, ils étaient des facilitateurs, que ce soit au début dans l'explication de la liste des indicateurs, et après même dans le fait de remplir les éléments. Ils ont vraiment été dans l'aide, dans l'explication, et ils ont vraiment rendu la démarche, on va dire, très fluide pour nous. Okay. Ça, c'est un point qui est important, que tu soulignes, c'est que pourquoi on a aussi choisi Equifinance, c'est qu'ils ont des analystes dans les équipes de Fleur notamment, qui sont basés en France. C'est un point qui était important pour nous et qui est parfois rare. Et ils sont présents tout au long du process pour vous accompagner, à la fois répondre à vos questions et vous accompagner et aussi vous donner un peu de conseils. Et c'est un point qui est extrêmement important pour nous. On va revenir on va rentrer dans le cœur de l'offre et je poserai une question parce que peut-être ça peut faire peur à un certain nombre d'entreprises. Vous allez voir ici, on a construit donc un référentiel sur mesure avec Equifinance qui évalue donc le domaine ESG plus les relations avec les parties prenantes. Tout ça fait environ 40 indicateurs. On met environ 40 parce qu'on évalue 3 macro-secteurs finalement pour le benchmark. On a le macro-secteur industriel, le macro-secteur distribution et le macro-secteur service. En fonction que vous soyez dans l'un ou l'autre, il peut y avoir quelques indicateurs en plus, notamment si vous êtes industriel, sur l'éco-conception des produits, sur la consommation d'eau notamment aussi, qui sont des petites spécificités que l'on ne va pas retrouver forcément dans la distribution du service. Mais modulo ça, on est à peu près sur 40 indicateurs. C'est peut-être un point qui peut faire peur à un certain nombre d'entreprises de se dire « Oh là là, 40 indicateurs, je vais y passer énormément de temps, c'est compliqué à remplir ». Peut-être Mathieu, est-ce que vous pouvez témoigner sur cette partie-là par rapport aux questions qui vous ont été posées et la manière dont elles sont construites pour peut-être relativiser à la fois ce temps et cette complexité qui pourrait être perçue? Alors oui, ça fait peur. Ça, c'est sûr que nous, quand on a vu 46 indicateurs, parce que pour nous, c'est 46, les industriels, je vous cache pas que au début, je me suis quasiment dit c'est rédhibitoire, on va pas se lancer là-dedans. Qu'on a quand même regardé la liste. En fait, dans la liste, il y a 17 indicateurs qui sont des réponses par oui ou par non, où on peut effectivement compléter et puis apporter des éléments de contexte. Mais globalement, ça simplifie quand même pas mal le travail. Il y en a 18 qui sont des indicateurs RH. Bon, globalement, sur ceux-là, il y avait quand même des choses qui sont aussi assez classiques. Et les 8 qui sont complètement financiers, on va dire, sont extrêmement simples et basiques. Donc, en fait, quand on est rentré dans le détail, après, il y a aussi quelques indicateurs qualité ou industriels, mais il y a vraiment rien de complexe. Nous, je pense que ça a dû nous prendre en interne une dizaine d'heures. Et ça a été réparti sur 3-4 personnes. Donc, on a fait ça en un gros mois. On a jalonné avec 2-3 calls avec Equifinance. Et c'est vrai que ce qui simplifie aussi pas mal la démarche, c'est le support apporté par Equifinance. Dès qu'on a une question, on peut les appeler, ils répondent, ils sont hyper dispo. Quand on a échangé à la fin sur ce qu'on avait rempli et les questions qu'ils pouvaient avoir, eux-mêmes allaient enrichir certaines réponses qu'on avait mises sur le site. Donc non, c'est pas compliqué, c'est pas une usine à gaz et finalement c'est assez structurant comme démarche. Et ça, c'est un point qui est important. En plus, là, c'est la première année, donc c'est peut-être aussi le temps d'appréhender le référentiel, c'est peut-être l'année qui est la plus longue, entre guillemets, en complétude. Mais ça, c'est un souci constant que l'on a eu. On sait que le temps de nos clients est cher et qu'il fallait qu'on trouve un équilibre par rapport à ça, entre à la fois un audit extra-financier, mais qui aurait été très long, vous auriez vu débarquer chez vous 3 analyses d'Equifinance pendant 3 jours, et une auto-évaluation, comme on en voit fleurir un peu partout dans les différentes places, qui pour nous avait assez peu de valeur. Donc on a cherché à trouver un équilibre avec quelque chose qui soit relativement souple et simple, mais qui pour autant ait de la valeur et qui apporte de la pertinence dans les recommandations qui pourraient être données ensuite par Equifinance. Et suffisamment d'indicateurs aussi pour que
le rôle du benchmark. C'est un point qui vous intéresse. Et quand on avait discuté avec François Guérin, le DG du groupe CETI, c'est ça aussi qui intéresse. C'est la qualité du benchmark qui va être apporté par Etifinance. Fleur disait que Etifinance notait beaucoup d'entreprises. C'est aussi ça dont on avait besoin pour vous donner des recommandations. C'est important de pouvoir se comparer, de savoir qui arrive à faire mieux que vous sur le domaine social, environnemental, sur certains points, et aussi de pouvoir créer de l'échange entre nos différents clients sur ces différents domaines-là. Donc ça, c'était important et pertinent pour nous, mais en ayant toujours cet équilibre du temps que l'on demande à nos clients de consacrer. Point aussi pour que vous ayez en tête, en termes de phasage, vous pouvez vous dire, ouais, mais en mettant en place mon crédit, moi j'ai souvent besoin de l'argent très rapidement ou autre. Ça, c'est fondamental dans l'offre telle qu'on l'a construite. Vous vous mettez en fait d'accord avec votre responsable clientèle de manière classique sur le taux de départ. Donc, mettons 1% sur 10 ans, on va prendre. Donc, vous vous mettez d'accord avec lui enfin, sur ce taux-là. Il n'y a pas de contrainte particulière à ce stade-là sur la signature du contrat, ni sur le déblocage des fonds. On embarque finalement la mécanique du covenant juste post-signature et déblocage, mais vous avez aucune contrainte liée au choix de votre partenaire bancaire, passage comité ou déblocage des fonds, zéro contrainte. On vient simplement faire la première évaluation dans les 2 mois qui suivent la signature du crédit. Pourquoi? C'est parce que ça nous permet, sur un crédit qui serait échéance trimestrielle, de pouvoir venir utiliser le premier score qui va être généré dans les 2 mois pour venir impacter votre première échéance. C'est-à-dire, ça a été le cas pour le groupe CETI qui a été évalué comme étant en surperformance par rapport au benchmark Etifinance. Ils ont déjà eu une première baisse de taux dès le paiement de la première échéance. En l'occurrence, pour eux, c'était une baisse de taux de 10 points de base. Donc, ça vient finalement rémunérer leur performance passée et leur engagement de longue date sur la RSE. On vient le démontrer, le prouver, le valoriser dès le paiement de la première échéance. Donc ça, c'était un point qui est extrêmement important pour nous. Et pour que vous ayez en tête, on dit qu'on génère entre 4 et 5 rapports par crédit. Grosso modo, il faut avoir en tête. Si vous êtes sur un crédit de 10 ans et moins, on va venir vous générer 4 rapports. Ces 4 rapports pourront vous apporter chacun une baisse de 10 points de base, donc 0,10% sur votre taux d'emprunt. Et si on est sur 5 rapports, ce sera du coup des baisses de 8 points de base, plutôt concentrées sur le début du crédit. Pourquoi? Parce que c'est là où vous payez le plus d'intérêt et du coup, on a le plus d'impact pour vous sur vos frais financiers. Donc, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Guénolé, car on a une question sur le rapport et plus ça porte sur le coût. Donc, est-ce que le coût des rapports est-il inclus dans le taux du prêt ou bien c'est un coût en plus à la charge de l'entreprise? Oui, ok. Question qui est importante. Effectivement, techniquement, c'est Arkea Bank qui achète la notation auprès d'Etifinance. Contractuellement, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, Arkea Bank vous met à disposition les rapports. Donc, effectivement, on a, non pas dans le taux du crédit, mais on peut avoir des frais d'une commission d'engagement ou des frais de dossier qui sont plus élevés que ce que vous pouvez retrouver classiquement sur vos emprunts traditionnels, parce que tout simplement, on embarque finalement une ingénierie dans ce crédit-là qui est plus forte. On revient 4 à 5 fois sur ce crédit et surtout, on vient vous produire un rapport qui sert votre stratégie RSE. Pour autant, je passe à la slide suivante et je vais tout de suite sur ce point-là de la bonification. En fonction de votre performance RSE, vous allez pouvoir prétendre à jusqu'à 40 points de base de baisse de taux. Donc, en plusieurs fois. Cette baisse de taux, incluant également les frais de mise en place qui peuvent être plus élevés que ce que vous payez habituellement, ça c'est à voir avec votre conseiller. L'économie que l'on vous propose, on dit souvent que sur le prêt impact, c'est la banque qui rend la valeur au client. Nous, ce que l'on propose, c'est de rendre de la valeur à hauteur de 20% d'économie de frais financiers pour nos clients, tous frais confondus, frais de mise en place également. Donc, on voit que c'est un effort et un engagement fort d'Arkea Bank pour venir valoriser votre engagement extra-financier. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres à ce stade, Jennifer. Oui, alors il y avait une question qui va porter plus pour toi, Fleur, sur Etifinance, qui concerne le Gaïa Index. Est-ce que tu peux nous apporter plus de précision, s'il te plaît?
Oui, absolument. Donc, je le disais tout à l'heure, Gaïa Rating est donc une filiale d'Equifinance qui est en fait, Gaïa, notre agence de notation spécialisée dans l'évaluation des PME ETI cotées. Donc, on couvre l'ensemble de la cote française. Donc, en grosso modo, je vous disais tout à l'heure, c'est 450 à 500 entreprises françaises que l'on évalue, le reste étant des entreprises européennes. Et le Gaïa Index, en fait, correspond aux meilleurs élèves de ces 400 et quelques entreprises. C'est-à-dire que l'on retient, sauf erreur de ma part, 120 entreprises, et c'est ces entreprises-là, donc qui obtiennent les meilleurs scores, les meilleures évaluations ESG, qui forment l'index. Et le graphique que l'on voyait tout à l'heure, en fait, comparait les performances boursières de l'indice, qui est en vert en bas de la page, par rapport au CAC et au CAC Million Small, qui donc sont les deux indices de place. Donc voilà, le Gaïa Index, c'est simplement un regroupement donc, des meilleurs élèves s'agissant de l'ESG et une volonté en fait pour nous, depuis notre création, de démontrer que de bonnes pratiques, une bonne performance RSE est aussi créatrice de valeur financière. Effectivement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est générateur d'attractivité pour les collaborateurs, mais c'est aussi créateur de valeur, et c'est notre conviction, et c'est la conviction qu'on a envie de partager avec vous. Et je sais que c'est hyper intéressant aussi pour nous d'aller sur ce segment PME-ETI, parce qu'on se rend compte qu'il y a, avec tous les entrepreneurs qu'on peut rencontrer, il y a des vraies convictions sur ce sujet-là, d'envie d'intégrer ça et de surperformance liée à ça. Très bien. On a une troisième question qui vient d'arriver sur le chat. Donc, est-il possible de benchmarker sa performance RSE avant la mise en place du prêt, donc pour évaluer le potentiel du taux, ou doit-on, entre guillemets, parier sur la baisse du taux au cours de la vie du prêt? Excellente question que l'on a régulièrement. C'est une vraie question qu'on a eue dans la construction de l'offre, et pourtant on a fait le choix d'embarquer la première évaluation post-signature. Donc oui, il peut y avoir une part d'inconnu que je conçois. On avait discuté aussi avec Mathieu à l'époque. On ne pouvait pas embarquer, par rapport au process de décision de nos clients, si on avait commencé à embarquer une pré-analyse extra-financière, ça n'aurait pas matché par rapport à la manière dont nos clients souvent décident de leur choix des partenaires. Donc, par rapport au schéma, ça n'allait pas. Donc, du coup, on a préféré à la fois vous donner une transparence sur les indicateurs et par contre, le fait d'embarquer cette évaluation post-signature. Donc, oui, je conçois, ça peut sembler un saut dans l'inconnu. Pour autant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a construit les choses pour être vertueuses. Il me semble, Mathieu, vous pourrez peut-être témoigner, mais il n'y a pas de piège, entre guillemets. On est là pour que vous progressiez, et on évalue de deux manières finalement la performance. La progression de la note extra-financière, qui fait que si jamais vous embarquez sur le crédit avec des niveaux de notes relativement faibles et une maturité pas encore très aboutie, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est là où on estime sur ces entreprises-là qu'on aura le plus d'impact. Donc, pour nous, ce qui est juste important, c'est que vous ayez envie d'être dans cette démarche de progrès, peu importe le point de départ. Donc, du moment que vous progressez, on viendra bonifier le taux. Par contre, pour des clients qui seraient déjà en surperformance et engagés de longue date, on sait qu'aller chercher les derniers crans de notation, ça peut être souvent plus compliqué, comme pour toute évaluation. Les derniers crans sont durs à aller chercher, et pour autant, on va venir valoriser le fait d'être au-dessus du benchmark, même si on ne progresse plus. Je pourrais vous le montrer tout à l'heure si vous voulez. On vient le valoriser dans le taux et on viendra baisser le taux d'intérêt, considérant que c'est une surperformance. Ce qui fait que si vous êtes dans l'un ou l'autre des schémas, votre taux baissera. Donc, c'est un saut dans l'inconnu, oui, mais qu'il faut malgré tout relativiser, puisque le schéma est construit pour que si vous êtes dans cette démarche de progrès, de manière avancée ou pas, vous bénéficierez de baisse de taux. Merci beaucoup. Donc, on a plusieurs questions qui viennent d'arriver de mémoire. Je pense que tu vas y rentrer dans le vif du sujet. Donc, quelle est la durée maximale de ce type de prêt? Est-il à taux fixe ou à taux variable? Ok, peu importe.
pas de contraintes en la matière sur le taux fixe ou le taux variable. Les deux critères d'accessibilité que l'on a évoqués ici, c'est 3 millions d'euros et une durée comprise entre 5 et 15 ans. Déjà, parce que souvent, sur les dettes moyen long terme, on est souvent à 5 ans minimum. On a mis un cap à 15 ans. Il faut avoir en tête que le taux que vous allez avoir au bout des 4 ou des 5 années, donc vous êtes parti à 1%, vous avez été extrêmement performant, vous êtes à 0,60 au bout des 4 ans. Approximativement, moyennant quelques mois peut-être de décalage. Mais au bout de 4 ans, vous êtes à 0,60. Ce taux des 0,60, il est acquis jusqu'à la fin du crédit. C'est là où ça, de coup, devient aussi financièrement intéressant pour l'entreprise, c'est que le taux qui est acquis l'est jusqu'à la fin. Et donc, on a mis une barrière à 15 ans, aussi parce que généralement, les entreprises que l'on finance, on est dans cet étiage-là entre 5 et 15 ans, ce qui permet à la fois d'aller toucher vos financements de CAPEX traditionnels, vos financements immobiliers. On touche un panel très large en étant dans cette fourchette-là. Ça, j'ai déjà évoqué, donc je vais passer assez vite. Que vous soyez déjà très engagé dans la démarche, eh ben, on se fera un plaisir de vous accueillir. Que vous soyez déjà très engagé dans la démarche ESG de manière globale, on se fera un plaisir de vous accueillir dans notre démarche Pacte. Et si vous êtes moins engagé, au contraire, venez. On espère vous apporter énormément de matière, à la fois pour structurer votre démarche RSE et pour vous donner des pistes et des axes d'amélioration et des points de comparaison. On va vous donner un peu de visibilité avec Fleur sur, pas la liste en détail des indicateurs, et ça vous pourrez en rediscuter après avec vos responsables clientèle pour rentrer dans le détail, mais un peu la philosophie de ce que l'on regarde sur les 4 items que j'évoquais tout à l'heure, gouvernance sociale, environnementale et relations avec les parties prenantes. Fleur, je te passe la balle. Oui, donc comme Guénolé l'évoquait tout à l'heure, notre référentiel d'évaluation compte 4 thématiques: la gouvernance, le social, l'environnement et les parties prenantes externes. Chacune thématique compte un certain nombre d'indicateurs qui, comme on l'évoquait tout à l'heure, sont des indicateurs qui sont assez purs. Il n'y a pas de questions ouvertes. Ce sont des indicateurs soit de type oui/non très schématiquement, ou alors des indicateurs quantitatifs où il s'agit d'intégrer des valeurs. Vous voyez un certain nombre d'exemples sur cette slide-ci s'agissant de la gouvernance et du social. Et donc des enjeux que l'on essaye d'adresser dans notre référentiel. Les sujets, comme le disait aussi Guénolé, sont assez classiques, si je puis dire, ou en tout cas sont les sujets un peu incontournables de ce qu'on voit sur le marché s'agissant des évaluations extra-financières, mais qui ont été bien adaptés aux sensibilités et aux objectifs d'Arkea Bank. Donc, par exemple, on voit la féminisation des instances de direction et la formalisation et la structuration de différentes stratégies et politiques sur des sujets de RSE ou de conduite des affaires. Sur le social, on va avoir très largement des indicateurs, là aussi, que vous avez sûrement l'habitude déjà dans vos entreprises de suivre, comme le nombre de salariés, ça c'est une évidence, mais le taux de rotation de l'emploi, le taux de fréquence des accidents, le taux d'absentéisme, le taux de permanence. C'est ce genre d'indicateurs que l'on va essayer de collecter. La féminisation. Pardon ? Le taux d'emploi des femmes aux différents échelons de et par exemple, effectivement, sur la féminisation, on ne se contente pas de collecter le taux de féminisation global de l'effectif, parce qu'on sait bien que là-dessus, les entreprises ont en fait assez peu de levier. Il s'agit de réalités sectorielles et même socioculturelles. Et donc, par exemple, sur ce sujet, ce que l'on va faire, c'est que l'on va comparer le taux de féminisation de l'effectif global au taux de l'effectif cadre. L'idée étant que l'entreprise a peu de levier au moment du recrutement, parce que de fait, elle est dépendante si je puis dire, du vivier de talents, enfin de candidats. En revanche, dans la vie d'un salarié au sein de l'entreprise, sa trajectoire d'évolution, raisonnablement, quel que soit son genre, nous paraît comme devant être équivalent. Et donc, c'est comme ça que l'on va évaluer la performance de l'entreprise sur ce sujet. C'est bien en comparant la proportion aux différents niveaux, aux différents échelons hiérarchiques de l'entreprise.
Ça, c'est un point, notamment une vraie question qu'on avait eue avec un acteur des travaux publics avec qui on a fait un pré-impact. Il me disait, bah oui, moi j'ai très peu de femmes dans mon secteur. Finalement, la réponse qui a été apportée par Equifinance et nous, c'était de dire, mais c'est pas grave, en fait, l'important c'est que si on est avec 5% d'effectifs féminins, mais c'est juste important que ces 5%-là soient représentés aux différents échelons de l'entreprise. C'est ça qui est recherché, quoi. Et sur la façon dont on score, et ensuite on pourra passer sur le slide plus rapidement, on a différentes façons de scorer les indicateurs. Certains indicateurs, on va scorer, en fait, on va simplement valoriser la capacité de l'entreprise à remonter l'information. Parce que certaines informations, on sait, peuvent être difficiles à collecter, à consolider et à suivre d'année en année. Donc la simple capacité de l'entreprise à produire l'information, on le perçoit comme un signal de sa capacité à le suivre et donc à piloter cet enjeu. Ensuite, pour d'autres indicateurs, on va valoriser soit des performances absolues par rapport à des seuils, par exemple légaux, si je parle des employés en situation de handicap, par exemple, où là, il y a des seuils en France qui sont bien définis et que malheureusement, une majorité des entreprises que l'on évalue, en tout cas, ne sont pas en capacité de satisfaire, ou alors des seuils que l'on fixe grâce à notre base de données et les différentes statistiques que l'on obtient pour identifier, entre guillemets, des niveaux normaux ou raisonnables de performance sur certains indicateurs. Et enfin, on peut être amené à évaluer sur la tendance, donc le fait de se placer dans une démarche d'amélioration continue sur un sujet ou sur un autre. S'agissant de l'environnement et des parties prenantes externes, sur l'environnement, Guénolé l'expliquait aussi, c'est sur cette thématique-là qu'il y a le plus de différences s'agissant des indicateurs qui figurent dans le référentiel en fonction des activités de l'entreprise, où effectivement, il y a plus d'indicateurs pour les entreprises industrielles que par exemple les entreprises dans les services. Néanmoins, de quoi parle-t-on sur l'environnement? On adresse tout d'abord la structure, le système global de l'entreprise sur le management de l'environnement, et ensuite on rentre dans le détail de différents enjeux. Évidemment, l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, mais également les déchets et l'eau, par exemple, pour les sociétés industrielles. Les parties prenantes externes sont peut-être une originalité de notre référentiel et de notre méthodologie chez Equifinance et donc chez Arkea Bank. C'est les parties prenantes externes qui, en fait, a été scindée du S de la thématique sociale. Notre conviction étant que entre les gestions des RH et les gestions achats, clients, etc., ce sont bien des sujets tout à fait différents et donc des signaux s'agissant de l'évaluation extra-financière très différents. C'est pour ça qu'on a scindé la partie RH que j'évoquais à l'instant et les parties prenantes externes où donc, vous l'aurez compris, on traite des relations avec les fournisseurs, donc vous voyez des exemples ici, les relations avec les clients, qu'il s'agisse de leur satisfaction, de la qualité ou de l'offre de produits et services à valeur ajoutée environnementale ou sociale, et enfin des relations avec la société civile, s'agissant par exemple de sujets de taxes, d'imposition. De montants de dons, de mécénat. Et pour information et compléter, juste dire que ces 40, 45, 46 indicateurs ont été sélectionnés sur une base globale travaillée par Gaïa et Equifinance de 160 indicateurs. On a fait le choix d'extraire, de prendre ceux qui correspondaient bien à la vision RSE d'Arkea Bank. Donc, on a un poids du social qui est un tout petit peu plus fort que sur Gaïa. Mais c'était important pour nous d'aller choisir parmi ces indicateurs-là parce que du coup, on va pouvoir utiliser toute la base d'Equifinance qu'on va passer à notre filtre d'indicateurs. Ce qui fait que lorsqu'on va vous donner votre secteur de comparaison, ce sera bien des points comparables sur une base de données large. Vous serez à chaque fois comparé sur un étiage de entre 60 et 70 entreprises qui correspondent à votre macro-secteur et à votre taille. Fleur, tu peux confirmer que c'est 60-70 à peu près. Hein. Absolument, c'est-à-dire que grâce à notre base de données de 2000 entreprises, on peut comparer, donc fournir ce benchmark. Néanmoins, dans ces 1000 entreprises, on compte des entreprises françaises, européennes, comme je l'expliquais, on compte des entreprises de toute taille, mais jusqu'aux plus grosses, parce qu'on trouve le
le CAC 40. Or, lorsqu'on évalue une PME-ETI, je pense que ce serait assez peu pertinent de typiquement comparer une PME-ETI à Total, EDF ou autre. Et donc, la façon dont on a construit le benchmark d'Arca, c'est effectivement de retenir que les entreprises françaises et ensuite de créer des catégories entre la taille, donc on a défini des fourchettes de taille et évidemment donc les macro-secteurs, industrie, distribution, services. Une petite précision, parce que je sais qu'on a quelques clients institutionnels aussi autour du call et on a parfois aussi des clients coopératifs autour du call. Je vous ai dit qu'on avait 3 macro-secteurs et on a également amendé un tout petit peu notre référentiel pour ces typologies d'acteurs-là, notamment sur le volet gouvernance, où bien évidemment la gouvernance est un peu singulière quand on est coopérative ou institutionnel, donc le volet gouvernance est un peu plus light pour ces acteurs-là, mais globalement, on les inscrit dans notre logique de macro-secteur. Pour tenir le timing, j'avance juste pour vous montrer le visuel du rapport. Je vais vous montrer le rapport qu'on a fait pour Arkéa Banque, parce qu'on s'est nous aussi prêté à l'exercice. On pense que c'est aussi ça l'intérêt de la RSE, c'est une démarche de transparence qu'on vous demande entre vous et nous. Et c'est important aussi qu'on se prête à l'exercice, que l'on en débatte avec vous, avec nos forces, nos faiblesses, nos axes de progrès, tout comme vous, puisqu'on est nous aussi une ETI de la banque et donc nous sommes des entrepreneurs et on a aussi une démarche de progrès à accomplir là-dessus. Donc je vais vous montrer tout à l'heure le rapport Arkéa Banque. Je vais peut-être juste passer la balle à Mathieu, si vous pouvez nous dire effectivement, puisque vous avez eu la première restitution du rapport, qu'est-ce que pour vous, qui est une entreprise mature sur ce sujet de la RSE, qu'est-ce que vous y avez trouvé et en quoi ça peut présenter un intérêt, alors à la fois pour les entreprises matures, mais aussi pour les moins matures peut-être? Je crois que nous, notre premier objectif, c'était de se comparer. On avait fait plusieurs démarches d'audit qui donnent lieu à un diagnostic qui est un oui ou un non, et puis derrière un plan d'action avec des engagements. Mais là, c'est vrai que la première chose de se comparer par rapport à un benchmark, c'est une autre façon de regarder le sujet. Donc nous, c'était notre premier objectif, voir où on en était sur une base 100. Ensuite, le rapport, donc on a partagé la restitution avec les personnes qui ont largement contribué au plan d'action RSE. Donc c'était le responsable de la RSE et puis la direction. Et je pense que pour eux déjà c'était une reconnaissance. Ça valorisait bien tout ce qui avait été fait depuis les années sur le sujet. Ensuite, on va évidemment communiquer en interne parce que là, en l'occurrence, la note est forte. Donc c'est assez positif et c'est quelque chose qu'on veut partager avec tout le monde. Et puis après, je dirais aussi que ce rapport, il nous a permis de voir, je dirais qu'il n'y a pas eu de grosses découvertes, les sujets où on était fort et les sujets où on était moins fort. Après, il nous a quand même permis de voir qu'il y a des sujets où on était à 100 et que donc c'était bien, et des sujets où on était à 0, ça nous a permis aussi de se les remémorer. Et je pense qu'il va y avoir une distribution un petit peu différente des énergies sur le sujet de la RSE. Il y a sûrement des points où on va moins pousser et des points où on va plus pousser. Donc je dirais globalement c'est quand même très positif. Et puis pour terminer, ça a permis aussi de valoriser des choses qu'on fait naturellement. Il y a des choses qu'on se rend pas compte, mais c'est des choses qui sont de la RSE, et ça a permis aussi de valoriser tout ça. Donc non, c'est vraiment le rapport, c'est extrêmement positif dans la démarche. Je suis d'accord avec vous, Mathieu, et c'est ce qu'on retrouve souvent sur le segment des PME-ETI. Nos clients sont rarement hors sol quand on n'est pas sur les grosses entreprises comme ça. Ils sont déjà engagés dans la démarche RSE. Par contre, ils n'identifient pas peut-être tout ce qu'une agence d'évaluation extra-financière met sous le périmètre RSE. Et on voit que ça peut être demain important pour des marchés publics, pour tout ça, etc., d'avoir juste une idée de ce que des institutions, type agence de notation, mettent sous la pancarte RSE. Et on a du coup un acteur de la distribution qui est également parti sous le format pré-impact chez nous. Lui, s'il a pris le pré-impact, c'est justement pour structurer sa démarche et se dire, OK, quels sont les points de référentiel qui sont utilisés par une agence pour dire RSE, pas RSE, etc. Et ça lui a permis du coup de structurer et de dire, OK, ça, j'en ai besoin d'un indicateur, ça, je le suis, ça, je le faisais déjà
je le mets dans une sorte de rapport RSE, ce qui me permet de compiler vraiment ma politique RSE. Donc ça, c'est vraiment, je partage Mathieu, et si on arrive à faire ça, je pense que c'est déjà bien, parce que beaucoup de nos clients font parfois de la RSE sans savoir, c'est ce qu'on a coutume à dire. Et un autre point aussi qui nous a été partagé, dans bon nombre d'entreprises, on anime des communautés RSE, on demande des reporting parfois. Parfois, cette communauté, elle s'épuise aussi naturellement. On demande des reportings, on ne voit pas toujours la finalité. Et je pense que c'est aussi important, à un moment donné, un rapport qui vient mettre une note, c'est à la fois valorisant, et ce que nous avait dit le groupe Charrier, qui était le premier à partir sur le pré-impact chez nous, il disait aussi, c'est important même de rendre tangible financièrement ce pourquoi on contribue dans nos reporting RSE. La personne qui était en charge d'animer cette communauté dit, moi, je vais pouvoir aller à mon comité RSE en disant, voilà, tout ce que vous faites, ça rapporte 30 000, 40 000, 50 000 euros de charges d'intérêt en moins pour l'entreprise, et qu'on va peut-être pouvoir utiliser à faire autre chose, etc. Donc, ça rend aussi des éléments tangibles pour animer une communauté RSE dans vos entreprises. Alors justement, on a une question sur l'amélioration ESG. Donc, avec ma casquette de consultant en management, est-ce que vous constatez que des entreprises réinvestissent la bonification du prêt dans des initiatives d'amélioration ESG? Avec un petit commentaire, j'y vois une superbe opportunité d'amélioration basée sur un levier vertueux. C'est encore un peu tôt, peut-être parce que nous, on a lancé le pré-impact en début d'année. Donc là, on a fait les premières évaluations. Donc, les entreprises comme CETI ont eu les premiers rapports, ont eu les premiers points, et donc peuvent déjà chiffrer une première économie, mais on est au début de la démarche. Donc après, je laisserai Mathieu répondre de voir s'ils vont réinvestir ça et de quelle manière. On est peut-être encore un peu tôt, mais ça fait partie des points qu'on pourra, pas mesurer, mais avoir comme point d'échange avec nos clients. Mathieu, je ne sais pas si vous avez un éclairage par rapport à ça. Non, j'ai pas de. Nous, c'est ce qui est sûr, c'est que ce rapport va nous permettre de voir, de un peu mieux redistribuer, les actions qui étaient prévues. Mais on avait déjà un plan d'action qui était fait. J'ai rien de plus pour l'instant sur le sujet. Ok. Je vous montre juste un point d'élément qui est contractuel, peut-être pour que vous compreniez mieux la mécanique de baisse de taux. Vous savez, je vous ai pris l'exemple tout à l'heure d'un crédit qui était inférieur à 10 ans. Donc, je vous ai dit, on aura 4 évaluations concentrées sur le début de vie de votre crédit. Sur la première évaluation qu'on a faite, par exemple, pour CETI, on n'a pas de base référentielle N-1, donc on vient simplement analyser le positionnement par rapport au benchmark. Donc, on vient vous dire, vous sortez une note de 80 sur 100, très bien, vous êtes très engagé, c'est le fruit d'un long travail. Si le benchmark Etiffinance est à 70, eh bien, on vient automatiquement baisser votre taux de 10 points de base. Si vous êtes en dessous, on garde le taux initial. Point important, le taux que vous avez conclu avec votre chargé d'affaires, donc le 1% que je prenais en exemple tout à l'heure, vous ne pourrez jamais aller au-delà de ce taux-là. C'est une vraie sécurité que vous avez. C'est le taux qu'on a accepté de vous prêter sans avoir connaissance d'une quelconque évaluation extra-financière vous concernant. Donc, dans tous les cas, vous ne pourrez jamais aller au-delà de ce taux-là. C'est une sécurité. Ensuite, pour les autres évaluations, on vient justement utiliser la double mécanique que j'évoquais tout à l'heure. Le positionnement par rapport au référentiel et la progression de la note d'une année sur l'autre ou pareil. Donc, vous voyez, si vous êtes au-dessus du benchmark d'Etiffinance, vous bénéficiez à chaque fois d'une baisse de taux. Moins de 10 points de base si vous êtes supérieur ou égal. Là, ça peut sembler un peu bizarre de se dire, tiens, je me dégrade, je suis toujours au-dessus du benchmark, mais je continue à bénéficier des moins 5,8. Oui, parce que parfois, il peut y avoir des petits effets de seuil liés à l'effectif ou au chiffre d'affaires qui sont des points de comparaison et de relativité qui sont utilisés, ce qui ne veut pas dire que vous vous dégradez en soi. Par contre, vous restez dans une logique de surperformance parce que vous êtes au-dessus du benchmark d'Etiffinance. C'est un point qu'on avait vu avec Etiffinance qui a dit qu'il peut y avoir des petits effets de bord comme ça, donc on le valorise malgré tout. Et là, on est dans la logique où vous êtes inférieur au benchmark, donc plus au début de votre démarche. Si vous progressez, on vient baisser le taux. Si vous restez identique, on garde le même taux de manière identique. Et si vous régressez, le taux peut augmenter dans la limite que vous ne pouvez pas dépasser le taux initial. Donc, il peut augmenter que si vous avez bénéficié de baisses précédemment. J'espère que ce point-là est clair. Ayez bien en tête qu'effectivement, il augmente, mais dans la limite, le cap de ce taux initial. S'il n'y a pas de questions, et je vais juste profiter des 8 dernières minutes qu'il me reste pour vous présenter le rapport d'Arkea Bank pour que vous ayez une idée du rapport qui est généré. Alors, juste avant, il y a 2 questions. Donc, une pour toi, Fleur. Donc, pour des entreprises non cotées, pourquoi le Gaïa Index est l'évaluation la plus pertinente?
comparé à Bicorp, par exemple? Alors, donc le Gaïa Index se concentre sur les entreprises cotées. Donc, en tant qu'entreprise non cotée, vous ne pourrez pas faire l'objet d'une évaluation par Gaïa. En revanche, vous pourrez faire l'objet d'une évaluation par son équivalent chez Etifinance, s'agissant des entreprises non cotées, qui s'appelle OneTrack. Néanmoins, nos évaluations, qu'il s'agisse de Gaïa ou OneTrack, ne sont pas faites à l'initiative des entreprises, mais à l'initiative de leurs investisseurs, de leurs financeurs. Et donc, c'est le positionnement classique des agences de notation où, en fait, nos clients sont non pas les entreprises que l'on évalue, mais des sociétés de gestion, des investisseurs, des banques, etc. Une autre différence, donc pour moi, c'est la différence principale, c'est l'initiative, si je puis dire. Une autre différence, en tout cas s'agissant de Bicorp, sauf erreur de ma part, Bicorp est américain. Or, ce que l'on voit, c'est que la compréhension de ce qu'est une démarche RSE est très différente entre la compréhension européenne et américaine. Elle n'est pas meilleure ou moins bonne, mais néanmoins, elle est différente. Ce qui fait aussi, je pense, d'un point de vue plus méthodologique ou quasi philosophique, de la différence également entre plutôt d'ailleurs un label Bicorp et un label Lucie ou d'autres labels en France ou en Europe. Et sur Bicorp, sauf erreur de ma part, on est vraiment sur la logique d'entreprise à mission? Absolument. Qui est une possibilité, une finalité potentielle, et Mathieu pourra peut-être nous dire 2 mots là-dessus, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de la RSE sans être entreprise à mission. C'est le point qu'on évoquera, ça fait partie du thème que l'on traitera lors de notre speed dating qu'on organisera en fin d'année et sur lesquels nos équipes commerciales vont vous inviter, mais ça fait partie des éléments. Nous, on n'est pas entreprise à mission, par contre, on a défini une raison d'être qui est pour nous une forme d'aboutissement par rapport à une démarche RSE qui avait été initiée au préalable. Chacun est dans son stade d'évolution et voit là où il a envie d'aller, mais entreprise à mission, ce qui peut être bien et peut être une finalité, mais pour autant, on peut faire de la RSE sans aller jusqu'à cette logique d'entreprise à mission ou de Bicorp. Peut-être, Mathieu, votre éclairage là-dessus, parce que je sais que le groupe CETI ambitionne, sauf erreur de ma part, de partir sur une logique d'entreprise à mission. Oui, enfin, je m'inscris complètement à ce que vous venez de dire. Il y a 3 étapes. Il y a faire de la RSE. Après, il y a avoir effectivement cette deuxième étape. Et ensuite, on a le statut d'entreprise à mission. Chacun doit se positionner. Nous, on réfléchit fortement sur le sujet de l'entreprise à mission pour l'année prochaine. Voilà, c'est pour l'instant des échanges et voilà, c'est en cours de maturité. Un point d'éclairage sur la raison d'être, je vous livrerai juste le feedback Arkea. Moi, je l'ai constaté sur ce projet. Par exemple, on a défini la raison d'être en 2019. Je trouve que le fait d'avoir défini ce cadre de raison d'être, de l'avoir mis au cœur de notre stratégie, sur un projet comme ça a été un vrai catalyseur. On sait que c'est pas toujours facile de faire des projets en entreprise et je pense que tout le monde peut témoigner. Par contre, là, tout le monde s'est dit, tiens, c'est un projet qui est raison d'être et du coup, ça a été un accélérateur fantastique. Donc déjà, rien que si le fait de définir une raison d'être à cette utilité-là, je trouve que c'est extrêmement pour le coup, positif. Ça permet d'accélérer et de mettre un peu tout le monde d'accord sur un cadre. Donc, ça fait partie des témoignages, mais qu'on évoquera dans notre speed dating des entrepreneurs auxquels j'espère que vous serez présents en fin d'année. Très bien, merci. Et on a une dernière question. Donc, concernant le rapport, est-ce que le rapport peut être utilisé par l'entreprise dans ses relations avec ses clients pour répondre à leurs demandes sur un positionnement RSE? Donc, en termes de business, est-ce que cela peut être un plus? Effectivement, donc je l'ai évoqué un peu au tout début, mais si jamais ce rapport-là sert vos échanges avec vos parties prenantes, on en sera ravis. On vous donne le rapport, on vous donne la notation Etifinance. Après, vous l'utilisez comme bon vous semble, on vous transfère finalement l'utilisation de la note. Ce qu'on ne veut juste pas, et ce qui est marqué dans le contrat, pardon, applicatif, on ne peut pas juste communiquer on communique de manière globale sur la notation Etifinance. On ne peut pas juste dire, je suis 85 sur 100 noté par Etifinance. Bon, en fait, ça ne concerne que l'indicateur X, machin, et faire croire que voilà, on est sur cette note globale. Donc, souvent, ce qu'on demande contractuellement, c'est d'utiliser la note que vous utilisez comme vous voulez, vous utilisez le rapport comme vous voulez, mais de communiquer de manière globale.
sur la structure de rapport, juste pour vous dire, effectivement, on vous mettra un mot sur qui est Etifinance et en quoi ça a de la valeur d'avoir une notation Etifinance pour une PME et ETI. Voilà, on met un point d'actu parce que ce qui est vraiment important, il faut que vous ayez en tête aussi, c'est un vrai changement culturel qu'on essaye de mener dans le monde bancaire, mais d'abord en priorité chez nous, Arkea Bank, c'est qu'on est tous, et nos équipes commerciales, nos engagements, on est tous très à l'aise à parler finance avec vous. Et demain, il faut qu'on monte tous en compétences pour être à même de parler extra-financier. Donc pour ça, on va former toute notre force commerciale et aussi les engagements dans un second temps pour parler extra-financier, analyser extra-financier. Et c'est important pour nous, c'est-à-dire que le rapport que vous avez ici sont nos équipes commerciales, potentiellement appuyées aussi d'Etifinance, qui vont venir vous le présenter. Donc pour ça, on organise du coup la montée en compétences de nos équipes et on veut que ce soit vraiment un moment de dialogue et d'échange. Donc on va vous mettre aussi des éléments d'actualité. Donc là, je ne vous le dévoile pas, je vous le passerai vite, mais c'est sur le premier élément d'actualité, c'est sur la RSE dans la chaîne de valeur. Donc c'est un point sur lequel on veut organiser aussi l'échange entre vous et nous sur ce point. On présente la méthodologie d'évaluation avec nos différents indicateurs, le poids de ces indicateurs, comment est composé le benchmark. Donc là, vous voyez les 60-70 entreprises qu'on a en benchmark suivant les macro-secteurs et la taille. On met un point sur les controverses. Je le dis aussi également, toute évaluation extra-financière qui se respecte, et Fleur, tu peux peut-être sans doute témoigner, contient une part d'analyse des controverses. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une partie prenante externe, un futur recruté, un futur client, un futur fournisseur, un futur partenaire, voit de vous en extérieur quand il cherche, etc. Donc, Etifinance fait ce travail-là selon une méthode précise d'agence de notation et va venir graduer les controverses de 0 à 5. L'idée étant de dire que ce n'est pas forcément très grave et c'est normal en fonction de la taille des entreprises d'avoir des controverses. Plus on est gros, plus on a potentiellement des controverses. Après, l'idée, c'est juste de pouvoir établir un dialogue sur ces controverses-là. Tout n'est pas forcément fondé, mais en tout cas, voilà, ils vont les reprendre. Vous voyez, je vais être en toute transparence, vous montrer tout à l'heure le score d'Arkea Bank. On a quelques controverses liées à la logique d'indépendance du groupe Arkea. Voilà, Etifinance a analysé, ils ont scoré ça sur un score de 1 de mémoire, avec un impact qui était jugé faible au regard de leur méthodologie. L'idée pour nous étant que si jamais on a des clients qui sont sur des niveaux de controverse forts ou critiques, là on est vraiment sur des grosses controverses, je vais prendre Dieselgate, tu pourras mieux compléter avec moi, Fleur, mais financement État islamique, enfin vraiment des choses graves, on ne va pas accorder de bonification, il y a une sorte de critère désactivant sur ce point-là. Fleur, tu veux compléter peut-être en 2 minutes, 1 minute? Non, je pense que tu as été très complet, donc à moins qu'il y ait des questions de la part des participants, je pense que tu as tout dit. Top. Donc ici, vous voyez la note d'Arkea Bank que je vous livre, on était à 74 sur 100. Avec du coup des points ici, le benchmark, on détaille ça ensuite par sous-thème. On reprend ici ce qu'Etifinance a évalué comme étant nos points faibles, nos points relativement neutres et nos points forts. On le détaille par sous-thème. J'accélère un tout petit peu pour essayer de bien tenir le timing. Donc, vous avez à chaque fois la comparaison d'une année sur l'autre et le point de benchmark. Nos controverses ici, voilà, qu'on reprend avec l'évaluation qui en est faite par Etifinance ici. Voilà, c'est pas grave d'avoir des controverses. Etifinance nous propose une trajectoire de progression, rien de contractuel entre vous et nous, simplement ils vous disent que, compte tenu de votre point de départ et ce qu'ils ont pu observer sur leur base de données par le passé, en moyenne, ils pensent que l'on peut progresser à un rythme de 1,25 points par an et on peut estimer sur 5 ans arriver à un stade de 79. Et ils nous proposent du coup 3 axes d'amélioration. Nous, on avait notamment des points, je pense à la santé et sécurité, ça ne veut pas dire que nos collaborateurs sont en danger dans le travail chez Arkea, c'était simplement juste ils ont pointé un point sur le reporting et l'accès à la donnée avec un point de vigilance de dire peut-être que ce point-là, il faut qu'on améliore la capacité à générer notre reporting rapidement et à suivre ces indicateurs-là qui n'étaient pas forcément suivis de manière très régulière. Donc voilà, ce n'est pas tant le score que la méthodologie, en l'occurrence, là, qui avait été pointé. Je pense à la composition des instances de gouvernance aussi. Peut-être vu qu'on a aussi renouvelé notre directoire, on a augmenté aussi la part des femmes dans nos instances de direction. On était très bien sur notre codier, on était moins bien sur notre directoire, donc on progresse là-dessus, alors que proportionnellement, dans notre effectif global, on avait plus de femmes que d'hommes, donc voilà, ils nous ont pointé
un point là-dessus à juste titre. Voilà, et ensuite vous avez le détail de l'évaluation qui vous est repris ici, détaillé avec les points de comparaison d'une année sur l'autre, et le commentaire de l'analyste Etifinance ici, et c'est ça qui sert la discussion que l'on a annuellement, on va dire, sur les premières années du crédit. Voilà, je ne sais pas, Fleur, Jennifer, pardon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions pour le moment. Voilà, avant de raccrocher et de timing, si jamais vous avez un dernier point, on peut répondre à vos questions. L'idée autrement, c'est que vous pouvez en échanger avec vos responsables clientèle pour poser vos dernières questions éventuellement et puis rentrer dans la dynamique, on l'espère. En tout cas, je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour votre présence et votre écoute, et puis à votre disposition pour aller plus loin, ou au moins pour en échanger. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci Mathieu, merci Fleur. Merci Guénolé, merci à tout le monde. Merci, au revoir.